Mardi 1er août 2017. Mesdames, Messieurs, vous regardez Africa Today Télévision. Merci de cette fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. La marche pacifique de l'opposition républicaine prévue ce mercredi de Koza à Dixine reste maintenue. C'est le chef de file de l'opposition qui l'a confirmé ce mardi sur la radio Chérie FM et la télévision Africa Today. Malgré le communiqué de la présidence de la République qui invite à la mise en œuvre rapide de l'accord du 12 octobre 2016, Cellou Dalein Diallo dit ne pas reculer et insiste sur le maintien de la marche. Soare Boubacar, décryptage. Après les séries de meetings, place à présent à celle des marches. Et cette deuxième étape, le ton sera donné ce mercredi. Et pour le chef de file de l'opposition, la marche partira de Koza dans la commune de Gratoma pour la terrasse du stade du 28 septembre dans la commune de Dixine. Je rappelle que notre marche pacifique de demain aura lieu. J'invite tous les participants à la marche à faire preuve de retenue, de discipline. Et de voir combien de fois les gens adhèrent à notre manif, même ceux qui ne participent pas. Ils nous applaudissent de leur voiture, de leur maison, de leur étage. Ils ont droit à notre respect. Même s'il y a des gens peut-être mal intentionnés, il faut tenir compte de ceux qui sont bien, qui adhèrent à notre mouvement, qui nous soutiennent. Lorsque vous les voyez, vous les sentez. Alors je souhaite qu'on ait une marche sans incident. Aujourd'hui, plusieurs acteurs politiques observateurs de l'actualité nationale soulignent que dans l'application du contenu de l'accord du 12 octobre, des avancées significatives ont été réalisées. Sur cette observation, Elhadji Cellou Dalein Diallo, lui, s'étonne et s'interroge sur ce qui a bougé avant la reprise des manifestations. Si on dit qu'il y a eu des progrès, moi je n'en ai pas vu. C'est pourquoi les gens s'interrogent quelles sont les vraies motivations de nos partenaires qui ont décidé de créer un autre front. Parce que quel est le problème? C'est les mêmes. Avec les mêmes, on a fait le constat. Regardez les différentes décisions issues du dialogue de 2016. Le seul point qui a connu un progrès, c'est le code amendé. Mais n'oubliez pas que ce code amendé devait être promulgué au mois de décembre 2016 pour que les élections se tiennent en février 2017. Est-ce qu'il y a eu lenteur ou pas? Malgré le communiqué de la présidence exigeant la mise en œuvre rapide du contenu de cet accord, le président de l'UFDG ne recule pas et réitère sa volonté de maintenir la manifestation de ce mercredi. Écoutez, après notre manifestation de demain, on évaluera la situation. La marche de demain est maintenue et j'en profite pour inviter tous les militants à rester massivement mobilisés pour la marche de demain. Bien que l'âge Cellou Dalein Diallo apprécie cette volonté du chef de l'État à faire appliquer cet accord, il considère que c'est une volonté tardive et que l'opposition poursuivra sa pression à travers la rue. Restons dans le même registre pour parler de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo, dont le procès est encore loin de voir son épilogue. Un des accusés, Amadou Sow, qui a comparu hier lundi, nie en bloc toutes les accusations portées contre sa personne. Le procès est renvoyé pour le 11 septembre prochain et la demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense a simplement été rejetée. Des deux côtés, les avocats gardent espoir quant à la manifestation de la vérité. Oumar Sow, explication. Cette deuxième audience a duré 1h30 d'horloge. Au nombre de 5 accusés, 2 ont comparu devant le tribunal et les 3 autres en cavale selon la justice. Ces mis en cause sont accusés d'assassinat, de tentative d'assassinat, de cause de blessure volontaire et de complicité à indiquer l'acte d'accusation dans l'affaire du journaliste Mohamed Koula Diallo. Pour cette première audience donc, c'est Amadou Sow, un des agents de la garde rapprochée du chef de file de l'opposition, qui a été auditionné. Au terme de l'audience, les faits étant niés par le mis en cause, l'un des avocats de la partie civile en la personne de maître Emmanuel Bamba entend confronter des éléments pour prouver la culpabilité des acteurs cités dans cette affaire. Nous avons des éléments que nous allons confronter lors des débats, pendant nos plaidoiries. Et vous constaterez que le rejet donc, des accusations par l'un des accusés n'est que vraiment une plaisanterie. Donc ça ne nous dit pas. Du côté de la défense, l'espoir de voir triompher la vérité plane toujours, même si l'un des avocats, notamment Maître Salifou Beavogui, qualifie ce procès de politico-judiciaire. Par ailleurs, il soutient que ce dossier est un montage dans le seul but de mettre des innocents en prison. Nous nous sommes déployés à l'enquête préliminaire au cabinet d'instruction devant la chambre d'accusation pour démontrer
que nos clients sont innocents. Mais hélas, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que nous avons un dossier politico-judiciaire. Après 18 mois de détention prolongée, sans renouvellement par ailleurs du mandat à notre avis, nos clients devaient être libérés aujourd'hui pour la suite de la procédure. Très malheureusement, ils ont continué à rester en prison. Le mois d'août, c'est la période des vacances judiciaires en Guinée. Le dossier est donc renvoyé au 11 septembre prochain pour la suite des débats. Comme annoncé, la journée de concertation des médias privés s'est tenue ce mardi 1er août 2017 à Conakry. Membres du syndicat, patrons des médias et journalistes ont échangé autour des propositions des hommes des médias pour une meilleure élaboration du projet de convention collective. Cette rencontre vient en perfectionnement du travail déjà effectué par le syndicat. Saloum Kondé, explication. Initialement prévue à 10 h, cette journée de concertation des hommes des médias a tardivement démarré ce mardi à la Maison de la Presse suite à une faible mobilisation des journalistes comme à la conférence préparatoire de cette journée. La convention collective que le syndicat de la presse privée propose comporte plus de 60 articles et prend en compte tous les paramètres entre employés et employeurs. Elle sera minutieusement vérifiée article par article pour l'adapter aux réalités du pays. Pour le moment, nous sommes en consultation entre journalistes, entre gens des médias, entre gens de la presse. C'est ce texte-là que nous allons proposer. Ce n'est qu'une proposition. Mais comme on le dit bien, une convention nécessite, si vous voulez, l'adhésion de toutes les parties, notamment de la partie patronale, mais aussi de l'État. Le représentant des patrons de presse à cette rencontre, au nom de ses pairs, Aboubakar Kamara s'est dit disposé à adopter cette convention, qui, selon lui, doit faire l'objet d'un consensus, et d'ajouter que les risques de perte d'emploi peuvent aussi arriver lors de son application. Si toutefois elle est adoptée, parce que si nous signons la convention collective avec les syndicats sous l'arbitrage de l'inspection générale du travail, ça veut dire que nous sommes tenus obligés de respecter les contenus qui s'y trouvent. Et cela va sans dire, et plusieurs journalistes, plusieurs travailleurs de médias seront obligés de perdre le boulot. Des menaces qui ne laissent pas indifférent le ministre du Travail qui recommande aux patrons des médias de se référer au patronat qui existe pour éviter des erreurs. Je demanderai au patronat, pour éviter de sombrer dans l'erreur ou de faire des erreurs techniques même, de vous approcher également des patronats qui existent, de l'expertise qui existe. Nous ne posons pas la question de savoir est-ce que ça va entraîner des licenciements ou pas. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Un travailleur doit être protégé sur son lieu de travail. Et si ça doit correspondre à des licenciements, demain, ça voudra dire qu'à la place de ces licenciements, on aura des emplois décents. Au secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée de dire que cette convention permet de répondre à un certain nombre de préoccupations. Disposer d'une convention collective, c'est prévenir les conflits. Disposer d'une convention collective, c'est assurer la paix sociale. Disposer d'une convention collective, c'est consolider le partenariat en vue de permettre à la presse privée de mieux jouer son rôle citoyen dans tous les domaines de la vie économique et sociale de notre pays. Pour certains participants, cette convention pourrait être la solution des difficultés auxquelles les journalistes font face. Et puis, présent à cette rencontre, le ministre conseiller personnel du chef de l'État s'est félicité de l'initiative. Et pour Thibou Kamara, elle peut être un axe préparatoire de la journée nationale de la presse prévue par le président Alpha Condé. On écoute Thibou Kamara au micro de Saloum Kondé. Donc je pense que c'est un combat interne, il est vrai, puisqu'il s'agit de vous organiser. Mais c'est également un combat qui nous intéresse en tant que pouvoir public, car une presse organisée est une presse responsable qui devient un partenaire crédible avec lequel on peut discuter et avancer sur le chemin commun parsemé d'embûches qui est celui de la conquête infinie de la liberté. Donc la liberté que nous avons est celle que nous défendons ensemble. C'est pourquoi, mieux vaut tard que jamais, le président de la République revient à ses origines, qui est une relation privilégiée avec la presse, et pour marquer le coup, il a décidé de nous dédier une journée. Et je crois que l'idée d'une convention collective serait la bienvenue dans les discussions que nous allons avoir, et ce sera sans doute une des conséquences heureuses de ces journées de concertation nationale. Il n'y a pas de presse privée, il n'y a pas de presse publique. Nous avons une presse nationale.
nous avons des journalistes engagés pour leur pays qui partagent le même idéal de liberté, mais la liberté ne veut pas s'exercer dans la précarité, comme elle s'accompagne toujours d'une bonne part de responsabilité. Et je pense que l'idée de convention collective est une réponse appropriée à ces préoccupations que vous exprimez et que nous partageons avec vous. 700 cas d'accidents de la circulation, des dizaines de familles endeuillées, rien que pour les 6 premiers mois de 2017. C'est le bilan à mi-parcours que le directeur régional de la sûreté urbaine de Conakry vient de présenter en faveur d'un point de presse qu'il a animé. Et le commissaire Boubacar Kassé appelle à tous les acteurs de la chaîne de la circulation à davantage s'impliquer pour minimiser les accidents qui sont d'ailleurs souvent mortels. Diao Bachir, explication. Pour beaucoup d'observateurs, en République de Guinée, les accidents de la route tuent plus que le sida. Le manque ou l'insuffisance du contrôle des engins roulants à l'état de nos routes et surtout l'indiscipline de la plupart des usagers sont le plus souvent cités comme cause principale de ces accidents. Selon le directeur régional de la sûreté urbaine de Conakry, rien que les 6 premiers mois de l'année en cours, 700 cas d'accidents de la circulation ont été enregistrés dans la capitale guinéenne. Le premier semestre de l'année 2017, nous avons enregistré à Conakry 700 cas d'accidents de circulation. 40 individus ont trouvé la mort, 145 personnes grièvement blessées, 81 personnes légèrement blessées et 33 cas déférés à la justice. Et pendant que ces citoyens sont entre les mailles de la justice guinéenne, les routes continuent d'endeuiller des familles. Suite à ces accidents, 248 personnes ont trouvé la mort, 1145 personnes gravement blessées, 1018 personnes légèrement blessées et 201 cas déférés. 1063 dégâts matériels importants constatés, 908 dégâts matériels légers, 1326 véhicules fortement endommagés et 1060 véhicules légèrement endommagés. Au niveau des motos, c'est 1810 motos. Pour donc réduire considérablement les cas d'accident, Boubacar Kassé appelle à l'engagement à travers des actions concrètes de tous les acteurs concernés. Des efforts doivent être menés par les services de sécurité à travers la routière, mais avec tous les acteurs qui sont impliqués pour la gestion de la voie publique. Comme pour dire que la route, c'est l'affaire de tous. La problématique de l'insalubrité suscite toujours des réflexions à Conakry. Au nombre des propositions d'ailleurs, celle de Alassane Onipogui. Ce jeune Guinéen opte pour le paiement obligatoire par les citoyens d'un montant forfaitaire, même jugé insignifiant, pour redonner à Conakry son image de perle d'Afrique. Ça, Alou Yambouno. Incohérente ou inefficace. Alassane Onipogui met en place une réflexion en partant de certaines approches qui mettent le citoyen au même titre que l'État au centre des solutions pour endiguer l'insalubrité. Dans cette réflexion, il mise sur le numérique pour le recouvrement des montants qui, à ses yeux, paraissent indolores et obligatoires. Si tout un chacun acceptons par rapport à un projet de loi de nous faire prélever ce montant indolore, ne serait que 5 francs sur chaque appel, sur chaque SMS, sur chaque connexion, ce montant projeté dans l'avenir, sauf erreur ou omission de ma part dans les calculs que je vais vous présenter, ça nous fait 30 millions de dollars chaque année. Au dire des observateurs, la Guinée utilise 7 milliards de francs guinéens chaque année pour lutter contre l'insalubrité à Conakry, mais le rendement reste insignifiant sur le terrain. Avec les 30 millions de dollars avancés par le jeune Onipogui, les inquiétudes se posent quant à la gestion des montants. Ces mêmes observateurs ne manquent pas d'amendements. Moi, ce que je vous demanderais, c'est d'abord d'axer vos études sur la base des statistiques fiables. Le nombre de populations qui vivent aujourd'hui à Conakry, le nombre de ménages à Conakry et la tonne d'ordures produites par jour. Si vous partez de ces données-là, vous pouvez vraiment ressortir des choses fiables. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi on ne taxerait pas la société téléphonique elle-même, qui surtaxe déjà vraiment la population et ne sont même pas contrôlés? Pourquoi on ne taxerait pas la société des produits pétroliers, qui surtaxe la population? Pourquoi on ne taxerait pas les sociétés minières dans leur volet
environnement. Et pour rassurer les uns et les autres, Alassane Onipogi ne tarit pas de réponse. Pour des raisons de transparence, le premier mécanisme que je demande, dès que le montant est recouvré par le même dispositif de l'ARPT, il va être automatiquement ventilé sur un compte d'affectation spéciale qui est créé au Trésor public. Le document sera soumis aux autorités pour des fins d'études approfondies, nous a laissé croire le concepteur. En attendant, l'État et notamment l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique usent des moyens de bord pour y arriver. Page noire de cette édition et pour boucler d'ailleurs la page Nation. Ibrahima Beavogui repose désormais à jamais au cimetière Cameroun dans la commune de Dixine. Décédé le vendredi dernier, l'ancien directeur de la communication du ministère de la Justice a reçu ce mardi 1er août 2017 un dernier hommage des parents, amis et collaborateurs. Mountrabi Keita, Moussa Sefa Kamara. C'est au milieu d'une foule inconsolable des êtres qui l'ont connu, chéri et côtoyé, auxquels il va manquer, que les déclarations sur la loyauté et la simplicité de l'homme vis-à-vis de ses semblables ont été prononcées. Ibrahima Beavogui quitte sa famille, collègues, amis et enfants. Un homme de droit qu'il fut, mais aussi un père exemplaire. Notre père a été un père qui a aimé encourager ses enfants à faire le bien, suivre le bon chemin. Notre père a été un père modeste, gentil envers ses enfants. Il a consacré sa vie à préparer notre avenir et nous a accordé la liberté. Il a été un père qui écoute ses enfants, serviable, social. Notre père a fait son devoir avec entière satisfaction. Un homme généreux et juste, Ibrahima Beavogui l'a aussi été. Dans tous les milieux, il parlait du droit. De droite à gauche, en tout endroit, partout c'était le droit. L'homme avait une haute idée de la liberté des hommes, de sa liberté aussi, de la liberté tout court. Au-delà de sa profession de juriste, il partageait aussi son savoir avec les apprenants dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. D'où le témoignage de l'ancien Premier ministre. La dernière leçon qu'il nous a laissée, c'est la leçon de la gratitude. J'ai demandé une fois à Ibrahima, j'ai dit comment tu arrives à concilier ces devoirs d'enseignant, de porte-parole, de praticien du droit. Il m'a dit, grand frère, la seule façon que j'ai pour payer ma dette vis-à-vis de mon pays, c'est l'enseignement. Ibrahima Beavogui s'en va en laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. En interactualité en France, dans une dizaine de jours, 2 centres d'hébergement seront créés. L'idée, c'est de désengorger Calais où affluent les migrants. 300 places au total seront disponibles dans 10 jours. Suivez. Objectif du gouvernement, organiser la prise en charge de 300 migrants de Calais et de ses environs. Tous les détails de la mise en place des 2 centres sont loin d'être finalisés. Ils devraient ouvrir dans une dizaine de jours à 100 km de Calais, à Troivaux et Bailleul. À Bailleul, c'est dans cet hôtel désaffecté qui accueille déjà des demandeurs d'asile que devraient être hébergés 85 migrants volontaires. Avec une priorité pour les autorités, ne pas créer de Calais bis. Il convient à la fois de ne pas créer les conditions d'un afflux non contrôlé sur ces lieux et dans le même temps offrir une réponse en termes d'hébergement et de prise en charge à ces publics. Ici, les migrants seront hébergés et leur situation administrative évaluée rapidement. L'objectif, c'est qu'il reste là une semaine et ensuite qu'il y ait un turnover plus important. Ce matin, dans cette ville de 14 000 habitants, l'idée est plutôt accueillie positivement. Personnellement, je trouve ça très bien et j'espère que ce sera bien perçu par les Bailleullois parce que je trouve qu'il faut être un petit peu généreux dans la vie. C'est mieux qu'ils se retrouvent dans un centre d'hébergement que dans la jungle ou quelque chose comme ça. L'autre centre désigné par le gouvernement, c'est cette abbaye à Troivaux, dans le Pas-de-Calais. Elle accueille déjà une trentaine de migrants depuis le mois de mai. Les responsables sont prêts à augmenter leur capacité à 60 personnes, vu les premiers résultats de l'expérience. Ça se passe très bien dans l'insertion, dans les liens avec les enfants, les familles. On a accueilli quelques personnes soudanaises et donc tout se passe au mieux. Et là, on peut être fier de ça. Dans ce village isolé, les voisins semblent plutôt bienveillants. Mais ici aussi, autorités et associations insistent,
Cette solution ne peut être que provisoire. Toujours en France, les techniciens de la SNCF soulagés, les vacanciers aussi. La panne géante de la gare Montparnasse est enfin réparée. Toutefois, le retour à la normale est prévu demain mercredi. Suivez. La panne de signalisation enfin réparée. Après 2 nuits de recherche, les 50 ingénieurs qui travaillaient dans ce poste de commandement ont fini par trouver. Il s'agissait d'un défaut d'isolement. Pourtant, pour le 3e jour consécutif, ce matin, la gare Montparnasse tourne au ralenti. Des trains décalés, supprimés, parfois plusieurs heures d'attente. Heureusement, parmi les voyageurs, certains sont équipés. Ceux-là profitent de leur chaise de camping, car ils ne savent pas dans quelles conditions ils devront voyager. Et vous êtes sûr d'avoir une place dans le train ou comment ça... Ah non, alors ça, je pense que clairement, il va être bondé. Et on va devoir s'asseoir sur les strapontins ou même rester debout ou s'asseoir sur nos sacs. Beaucoup de voyageurs doivent prendre le bus. Changement de gare, direction Austerlitz. C'est pas ça. Vous deviez aller où? À Tarbes, mais le train est annulé. Donc on gère, avec 2 enfants. Vous avez été prévenu quand? Maintenant. À l'instant? Oui. À l'instant. Des perturbations qui commencent à agacer jusqu'au gouvernement. Voyageurs, et bien que le train... 100 000 personnes voyageaient sur ces lignes depuis 48 heures. 7 000 n'ont pas pu trouver de solution. C'est évidemment inconcevable. Ce que cela nous dit finalement, c'est qu'il faut investir dans la modernisation du réseau et qu'il va falloir réaliser ces investissements rapidement. Pourquoi tant de perturbations dimanche et pourquoi ont-elles duré si longtemps? La ministre chargée des Transports veut des réponses d'ici la fin de la semaine. 3 jours après le début de la panne, elle a commandé un rapport à la SNCF. Les perturbations, elles, vont continuer toute la journée. Seuls 3 trains sur 4 circulent. La SNCF n'annonce pas de retour à la normale avant demain. Dans l'actualité également, la Turquie avec ce procès géant après plus d'1 an du putsch raté. 500 suspects ont comparu ce mardi. Ils sont accusés d'orchestrer le coup d'État l'année dernière. Suivez. Tentative d'assassinat contre le président, violation de la Constitution. Les chefs d'accusation sont lourds. Un par un, les suspects sont escortés de la prison jusqu'à la salle d'audience. Ils font face aux familles des victimes. Derrière ces grilles, certaines scandent des slogans appelant à la peine de mort. Je suis là en mémoire de nos martyrs immortels, pour que leur sang n'ait pas été versé pour rien. Nous voulons la peine de mort pour eux. Nous ne laisserons personne occuper notre pays. Au total, 486 personnes sont jugées, soupçonnées d'avoir orchestré le coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Ce soir-là, plusieurs attaques ont visé le Parlement et le palais présidentiel. Tous ne sont pas présents dans le box des accusés. 461 sont en détention, 7 en fuite. Les autres comparaissent libres. Le prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis, est lui jugé par contumace. Il est accusé par les autorités turques d'être le cerveau du putsch, ce qu'il a toujours nié en bloc. Un procès similaire avait débuté en février dans la même salle d'audience. Depuis le coup d'État avorté, plus de 50 000 personnes ont été arrêtées en Turquie. Antonio Ledesma et Leopoldo López, 2 figures de l'opposition au Venezuela, ils ont été arrêtés la nuit dernière après un week-end de manifestations. Et l'on apprend d'ailleurs que les 2 hommes retournent en prison. Suivez. Il est plus de minuit lorsque des agents des services de renseignement font irruption chez Leopoldo López. Sur cette vidéosurveillance, on les voit placer l'opposant dans une voiture, puis l'emmener. Dans la foulée, sa femme poste un message sur son compte Twitter. Ils viennent d'embarquer Leopoldo. Nous ne savons pas où il est, ni où il a été emmené. S'il lui arrive quelque chose, c'est la faute de Maduro. Au même moment, Antonio Ledesma, une autre figure de l'opposition, est lui aussi arrêté à son domicile. Les 2 hommes étaient assignés à résidence après avoir purgé des peines de prison. Tous 2 sont des figures de la contestation qui agitent le pays depuis des mois. Régulièrement, ils appellent les Vénézuéliens à la poursuite des manifestations antigouvernementales. La semaine dernière, ils avaient également appelé à boycotter le scrutin de dimanche, censé élire la nouvelle assemblée constituante voulue par Nicolás Maduro. Cette dictature progresse et veut nous
Elle veut créer plus de violence, mais nous, sans armes, sans balles, nous allons nous battre, nous allons continuer la lutte et nous allons aller de l'avant. Ces arrestations apparaissent comme un nouveau tour de vis du gouvernement après un week-end électoral marqué par des affrontements sanglants. Merci de votre attention et continuez à nous regarder sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Au revoir.